Ouais, mais de toute façon, Bitcoin, c'est pour blanchir de l'argent. En fait, il faut savoir, et c'est des stats, hein, c'est des études qui sont sorties, tu as à peu près 2% de la masse monétaire mondiale qui sert à blanchir de l'argent. Bonjour et bienvenue sur Origine. Vous savez que l'investissement en crypto-monnaie est en train de se démocratiser. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'interviewer Victor Gilibert, le cofondateur de Fibo, sur son application révolutionnaire pour faciliter l'accès à l'investissement en crypto-monnaie. Tu me disais que tu habites entre Bordeaux et Paris? Ouais, exactement. On s'est installé à Bordeaux avec ma femme là en janvier. Moi, je suis parisien, hein, j'ai grandi à Paris, mais je travaille entre Bordeaux et Paris. On fait à peu près une semaine sur deux. Ok. Et pourquoi tu as décidé d'aller à Bordeaux du coup? Bah, c'était un peu le choix d'une vie un peu plus calme, un peu plus tranquille. Et puis, comme on a décidé d'avoir des enfants avec ma femme, on s'était dit que c'était plus cool de les élever à Bordeaux, quoi. Ok. Et donc vous faites des allers-retours entre Paris et Bordeaux parce Ouais, que tu me disais que ta femme vivait, enfin travaillait à Paris en tout cas. ouais, exactement. Elle doit faire à peu près 50% de son temps à Paris. Donc, on fait des allers-retours tout le temps entre Paris et Bordeaux. Et moi, ça me permet de garder un pied dans l'entreprise quand même Ouais. qui est à Paris et de voir un peu du monde. Donc, on fait tout le temps des allers-retours, toujours dans le train. Carrément. Et donc l'entreprise qui s'appelle Fibo, elle est Exactement. localisée à Paris. Ouais, on est localisé à Paris, dans le 18e. Ok. Je travaille avec mon frère, qui est mon associé. On a fondé la boîte ensemble. Ouais. Et aujourd'hui, on a aussi quelqu'un qui nous aide au marketing. On a un dev et 2 stagiaires. Ok. Et donc comment tout ça s'articule? Quelles sont vos priorités, vos missions en ce moment chez Fibo? Alors là, c'est une grande question. On a plein de sujets. Nous, concrètement, c'est l'acquisition client. Aujourd'hui, on rentrera plus dans le détail de ce que je fais, mais une de nos priorités, c'est l'acquisition client, d'essayer de faire grossir ce qu'on appelle les actifs sous gestion, Ouais. et d'onboarder un maximum de gens dans cet écosystème qui est ultra riche. Alors, on va avoir l'occasion d'en discuter, Oui. mais ouais, je pense qu'aujourd'hui, c'est notre principal centre d'attention. C'est gagner en visibilité et faire connaître notre marque. Ok. Bah du coup, Fibo, qu'est-ce que c'est si tu devais l'expliquer par exemple à un enfant? Comment tu l'expliquerais simplement? Bah, Fibo, c'est simple, c'est une plateforme d'investissement dans les crypto-monnaies. En fait, on est parti d'un postulat, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'investir, mais qui ne le font pas. D'ailleurs, il y a des stats, hein, qui le montrent. Je crois que tu as 50% des gens qui n'ont pas investi dans les crypto-monnaies qui comptent le faire. Et leur principale raison pour pas avoir investi, c'est le manque de connaissances. Donc nous, on se place un peu sur ce créneau et on dit aux gens, vous n'avez pas besoin d'être un expert en fait pour investir en crypto. Donc on construit des portefeuilles d'actifs qui sont préconçus avec un niveau de risque qui est adapté à la personne et on les distribue à nos clients, c'est clairement. Ok. Donc c'est-à-dire que vous faites de la gestion de patrimoine. Moi, en tant que client, je vous passe par exemple 2 000 euros que vous allez investir sur des crypto-actifs. Exactement, tout à fait. En fait, il faut savoir que dans les cryptos, il n'y a pas que des cryptos qui sont ultra volatiles. Nous, dans nos portefeuilles, on met par exemple des obligations d'État qui ont Ok, été tokenisées sur la blockchain très bien. et en fait, ça nous permet de limiter la volatilité des portefeuilles et ainsi, bah, de vendre des produits financiers à des gens et pas parler que de risque, en fait, on peut parler de plein d'autres choses. Quand on Ok, parle de crypto-monnaie et d'actifs, en fait, c'est un panel qui est tellement large que c'est très réducteur de parler que de volatilité. ok. Donc ça ressemble à quoi l'expérience client? Imaginons, j'ai 60 ans, j'ai construit mon patrimoine toute ma vie, peut-être que j'ai des actions, peut-être que j'ai de l'or, peut-être que j'ai quelques montres. Je m'interroge par rapport à la crypto-monnaie parce que je reconnais qu'il y a des a priori par rapport à la crypto, la spéculation, la volatilité, le blanchiment d'argent, hein, je veux dire les a priori, c'est ça par rapport à la crypto. Mais je sais qu'il y a cet actif, on me l'a recommandé, et je souhaite me rapprocher de vous pour pouvoir investir. Comment ça se passe? Alors, l'expérience client, déjà, c'est nous, on reste une petite société, donc on est assez proche de nos clients. Donc déjà, on a le temps de leur expliquer en quoi ça consiste. Mais sinon, ça passe par une application mobile. Donc, notre client, il va passer un petit questionnaire, comme quand tu investis dans une assurance vie. Donc, tu passes un questionnaire avec des questions pour essayer de sonder le niveau de risque que tu es prêt à prendre. Et en fonction de ce niveau de risque, nous, on t'oriente vers un portefeuille, donc plus ou moins risqué. Tu as plus ou moins d'obligations d'État, tu as plus ou moins de Bitcoin, tu as plus ou moins de projets un peu innovants. Alors, quand on est dans les cryptos, on connaît tous les projets que nous, on propose. Mais quand on n'est pas dans les cryptos, on n'a pas forcément entendu parler de Render. Ouais, Et, euh, et en fonction de ce portefeuille qui correspond à ton profil de risque, ensuite, tu investis sur la plateforme. d'accord. Et très vite, tu vois, nous, on a mis en place un système qui te permet d'investir de façon récurrente, mensuelle, dès Ok. 50 euros par mois. En fait, l'idée derrière, c'est à la fois d'expliquer comment ça fonctionne. Nous, on a des convictions sur le long terme. Et en même temps, c'est
d'aider les gens à se construire un patrimoine crypto sur le long terme, en fait, dans le temps. On essaie de prendre le contre-pied de tout ce qu'on entend dans les médias. Les cryptos, c'est ultra volatile, c'est un ticket de loto, c'est pour gagner de l'argent rapidement. En fait, non, pas du tout. Alors ça, on l'a fait un peu avant avec des robots de trading, Ouais. mais là, on a pris le contre-pied puisqu'on s'est dit, en fait, c'est des actifs financiers. Moi, je viens du monde de la finance et c'est ce qu'on essaie de montrer aux gens et de proposer aux gens. Une OK. solution simple. Et c'est-à-dire que vous leur donnez des conseils d'investissement et ils investissent indépendamment? Ou est-ce qu'ils vous donnent l'argent et vous investissez pour eux? C'est nous qui investissons pour eux. En fait, on OK. s'occupe de tout. On va chercher les liquidités, on s'occupe de la conservation avec des niveaux de sécurité professionnels. Et en même temps, c'est nous qui faisons tout, en fait. D'accord. OK. Mais l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui est clé en main pour quelqu'un qui s'intéresse un petit peu aux crypto-monnaies, Oui. qui n'a pas le temps de chercher toutes les cryptos, qui n'a pas le temps de faire des recherches très approfondies, Ouais. et aussi qui a peur de faire des bêtises. Parce qu'en fait, à la base, Fibo, ça a été monté parce que moi, dans mon entourage, il y a des gens qui me disaient: «Ouais, Victor, j'en ai marre, je vends toujours quand c'est au plus haut, je rachète quand c'est...» Enfin, non, c'est l'inverse. «Je vends Oui, toujours quand c'est au plus bas, je rachète quand c'est au plus haut, je fais plein de bêtises, j'achète n'importe quoi, des actifs.» En fait, quand tu investis en crypto, les pires choses que tu puisses faire, investir dans des projets que tu connais pas parce qu'on t'a dit que ça allait faire, fois 100. C'est, c'est surréagir par rapport aux variations du marché, et c'est, investir de l'argent que tu peux pas te permettre de perdre. ouais. Et en fait, nous, on essaie de dire aux gens, toutes ces choses, en fait, nous, on les maîtrise. Moi, je suis dans la finance depuis longtemps, je suis dans les cryptos aussi depuis longtemps, et donc je réagis pas, en fait, je suis pas sensible aux variations du marché puisque j'ai des convictions sur le long terme. Ouais. Et donc, en vendant ça déjà à mes amis, en leur expliquant que moi, c'était ma vision, ils se sont dit: «Ah mais c'est trop bien, tu veux pas gérer mes cryptos pour moi et tout.» Donc moi, très vite, je me suis dit: «Bon, en fait, pourquoi pas?» Bien sûr. Et je commence à me dire: «Mais déjà, est-ce que j'ai le droit de le faire?» Ouais. Et en fait, en France, non, tu as pas le droit déjà, c'est réglementé, et donc il faut un statut, il faut une société, et donc c'est là un peu que tout est parti avec Fibo. OK. Oui, parce que c'était ma prochaine question. Vous devez être réglementé. Vous devez avoir des licences en tout cas. Ouais, tout Parce à que vous fait. faites de la gestion de portefeuille. Exactement. On a une licence, c'est une licence, PSAN, donc prestataire de services sur actifs numériques, qu'on obtient auprès de l'autorité des marchés financiers en Ouais. France. Le délai moyen pour obtenir la licence, c'est environ 8 mois, Waouh. donc c'est très long. Ouais. Donc peut-être qu'on reviendra sur ce que je faisais avant Fibo, mais concrètement, je lance Fibo, donc déjà tu as 8 mois où tu fais que dépenser de l'argent en avocat, Ouais. tu as pas fait un seul euro de chiffre d'affaires, donc c'est long Ouais. pour monter une boîte. C'est quoi le processus justement pour monter un dossier PSAN? Se faire entourer d'avocats, j'imagine? Ouais, absolument. Alors, le processus, c'est tu déposes un dossier auprès de l'autorité des marchés financiers, et ensuite tu échanges avec eux, et eux, ils essaient de comprendre, qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais? C'est quoi tes process internes? Et derrière, ils te donnent la validation. Alors il faut savoir que le process PSAN, même si là je critique le délai, en fait, ça reste une bonne chose à plusieurs égards. Déjà parce que ça nous force à mettre des processus professionnels, de lutte contre le blanchiment d'argent, de vérification d'identité et même de sécurité des actifs. J'avoue qu'au début, quand on a commencé à créer Fibo, en fait, je ne savais pas trop comment conserver les actifs avec un maximum de sécurité. En discutant avec les avocats, avec l'autorité des marchés financiers, en fait, on sait ce qui se fait, Ouais. et on sait que on est obligé de mettre en place ces processus qui sont lourds, mais au final, ça protège tout le monde, donc c'est une bonne chose. Bien sûr. Et en plus de ça, derrière, ça fait une marque parce qu'en fait, les gens savent qu'on est une boîte sérieuse, qu'on est professionnel, qu'on s'inscrit sur le long terme. On n'est pas juste là pour la mode ou pour Ouais. la tendance. Et donc, nous, ça nous permet d'asseoir notre discours de sérieux euh, autour de tout cet environnement. Et tout à l'heure, tu mentionnais le blanchiment d'argent. En fait, je veux juste rebondir sur ce sujet parce que j'entends beaucoup cet argument des gens qui me disent: «Ouais, mais de toute façon, Bitcoin, c'est pour blanchir de l'argent.» En fait, il faut savoir, et c'est des stats, hein, c'est des études qui sont sorties, tu as à peu près 2% de la masse monétaire mondiale qui sert à blanchir de l'argent. Donc 2% des euros, des dollars dans le monde qui sert à blanchir de l'argent. Sur le réseau Bitcoin, les dernières études montrent que c'est 1%. Ouais. Donc déjà, en termes juste de proportion, Ouais. le réseau Bitcoin il est 2 fois moins utilisé pour blanchir de l'argent. Ouais. Et en fait, à raison. En vrai, si moi, je voulais blanchir de l'argent, mais jamais j'utiliserais le réseau Bitcoin. Non, parce que tout est traçable, Bah, c'est transparent. transparent, traçable, tu as un Quand tu es historique. Bitcoin, tu sais quel échange tu as utilisé. Exactement. C'est comme l'histoire de Bybit avec les 1,5 milliards On sait et qui la les a Corée volés. du Nord, quoi. On sait qui les a volés. Et en fait, si tu fais ça, à un moment, tu vas te faire choper, en fait. Ouais. Tu as un historique pas sur 3 semaines, 3 mois, 3 ans, tu as un historique depuis le début.
Ouais. depuis le premier bloc Oui, miné en 2009. Donc en fait, je trouve que c'est une hérésie de penser ça, c'est bien sûr. complètement débile. On est d'accord que c'est plus anonyme de piquer une mallette avec de l'argent plutôt que de piquer des bitcoins. Bah, moi, si j'avais le choix, bah, je prendrais la mallette. Non, mais c'est sûr, parce que du coup, on pique les bitcoins, mais ces bitcoins, il faut bien les utiliser. Je veux dire, les dépenser en euros ou en dollars. Et ça, ce sont des échanges centralisés qui le font généralement, ou des over the counter. Et finalement, ça laisse une trace. Tu es obligé à un moment pour remettre l'argent dans le circuit, de vérifier ton identité. Donc en fait, il va y avoir un lien entre ton compte Bitcoin et ton identité. Donc tu te fais forcément Ouais, choper. Et aujourd'hui, nous, on utilise des outils sur la blockchain qui nous permettent d'avoir de, un degré de, de- de propreté, on va dire, ouais, du Bitcoin en fonction de par où il est passé. bien sûr. Et c'est des outils qui sont utilisés même dans l'immobilier. Il y a eu des transactions immobilières où des gens ont acheté des maisons avec des bitcoins. Ouais, Et en fait, ce que fait le notaire, c'est il vérifie la provenance des oui, bitcoins. Est-ce que ça provient de fonds inconnus? Est-ce que ça a été gagné légalement? oui, Et du coup, en fait, tu sais très bien d'où ça vient. Avec des euros, en fait, tu sais pas. Si tu vends ton appartement demain, bah, les euros, ils ont bien pas sûr. d'odeur, entre guillemets, tu vois. C'est-à-dire que vous avez des systèmes en place qui permettent de voir si le bitcoin qui rentre dans votre plateforme, il vient par exemple du darknet ou des choses comme ça. Exactement. Parce qu'au début, on acceptait que nos clients investissent avec des cryptos. On a eu Ok, pas mal de clients qui avaient des cryptos en 2017, ouais, 2018 et en fait, au bout d'un moment, bah, ils en avaient marre de les gérer. Donc ils nous ont dit: «Bon, je les mets sur votre plateforme, j'ai un portefeuille qui est adapté à ma situation, à mon profil de risque, je veux que vous gériez pour moi, donc je vous envoie les cryptos». Donc là, on faisait tout passer dans ce système d'analyse de crypto. Mais bon, depuis, on a arrêté. Maintenant, on prend que des investissements en euros parce que c'est plus simple. ok. Une question qui me vient comme ça, c'est, tu es un entrepreneur crypto en France. Est-ce que c'était dur? Est-ce que la France est un territoire d'accueil pour ce genre d'activité? Ou est-ce elle est en train de le devenir? C'est vrai qu'on est entouré par la Suisse, par le Portugal, peut-être par les Pays-Bas. On sait qu'il y a d'autres pays comme Dubaï, par exemple, qui sont beaucoup plus friendly au niveau des cryptos. Ça a été quoi ton parcours, peut-être parcours du combattant, en tant que crypto-entrepreneur en France? Alors, c'est un non-sujet. Je vais pas parler pour tous les entrepreneurs, je vais te parler juste de mon expérience personnelle. Moi, je travaillais dans un fonds d'investissement. J'ai fait une grande école de commerce. J'ai fait une école de commerce. Euh, J'avais un profil assez sérieux. Et quand tu veux monter une boîte, quand tu veux obtenir l'enregistrement auprès de l'autorité des marchés financiers, créer ta société, le premier truc à faire, c'est créer la société administrativement. Et pour créer une société, il faut déposer le capital social. Donc tu déposes le capital social, généralement c'est dans une banque. Et nous, on a mis un mois à discuter avec 6 banques différentes pour se prendre refus sur refus sur refus. En fait, il y avait personne qui voulait juste qu'on dépose notre capital social. Ouais, Et pourtant, tu vois, j'avais un discours assez sérieux, assez stable. J'expliquais que juste on dépose le capital social sur la société, on crée la société, et derrière, nous, on lance pas d'activité tant qu'on n'a pas l'enregistrement auprès de l'autorité des marchés financiers. Mais pour lancer l'enregistrement, on avait besoin de créer la société. Donc, j'ai expliqué ça aux banques. Bah, elles n'ont rien voulu entendre, ça fonctionnait pas. Je sais pas sous. Ça faisait pas partie de leur politique interne à l'époque. Alors, ça a ouais. peut-être évolué depuis, hein, c'était il y a 2 ans et demi. Mais donc, déjà, premier parcours du combattant sur le niveau zéro de l'entrepreneuriat. Juste créer la société. Et bon, ce qu'on a fait s'il y en a qui ont encore des problèmes avec ça, c'est on passe chez un notaire ou un expert comptable. Tu peux déposer le capital social, c'est ce qu'on a fait. Euh, mais tout ça pour te dire que déjà, dès le début, c'est compliqué. Ensuite, pendant 8 mois, on fait l'enregistrement auprès de l'autorité des marchés financiers. Donc, tu dépenses, tu dépenses, tu dépenses, mais tu ne gagnes pas 1 euro de chiffre d'affaires. Ouais. Donc, c'est compliqué. Et derrière, la vraie vie d'entrepreneur, entre guillemets, commence, puisque tu peux commencer à développer une application mobile, tu peux commencer à commercialiser ton produit, tu peux commencer à vendre. Et déjà, ça, c'est pas compliqué. Tous les entrepreneurs enfin, c'est compliqué, pardon. Tous les entrepreneurs le savent, c'est le b.a.-ba de monter une boîte. Mhm. Mais donc, en fait, tu pars déjà avec un sac de 50 kilos sur le dos quand tu entreprends dans la crypto en Bien France. sûr. Ouais, ouais. Ça, c'est un vrai phénomène. On regarde Jérôme Powell, par exemple, le président de la Fed aux États-Unis, qui nous dit maintenant toutes les crypto-startups vont pouvoir être bancarisées. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment, en fait, il y a eu une traversée du désert, et je pense toujours, où les crypto-startups ont du mal à se faire bancariser. Nous aussi, enfin, on est dans la crypto, on est passé par Revolut, et au lieu de payer l'abonnement à 20 euros par mois, on le paye à 200 euros par mois. Parce que selon Revolut, on représente un risque qui est supérieur par rapport au reste.
Où ils ont dit: «OK, on vous accueille, mais par contre, vous allez payer 10 fois plus cher votre abonnement». Bah, c'est marrant, C'est pour les mais Revolut, tu vois, on a aussi discuté avec eux et ils voulaient bien nous onboarder en tant que clients, mais pas pour notre banque de flux. Donc, c'est-à-dire, nous, on reçoit des paiements de nos clients. oui, C'est, en plus, c'est ouais, un peu plus compliqué, tu vois. Euh, et ce que je voulais dire aussi pour continuer sur le sujet, c'est que même après toutes ces étapes où on a enregistré auprès de l'autorité des marchés financiers, on a encore des problèmes avec les banques. ouais, Bon, j'ai pas envie de faire que cracher sur les banques, hein, c'est pas l'objectif, mais même après ça, en fait, on a des fournisseurs avec qui on discutait et qui nous disent: «En fait, on a parlé de vous à notre banquier et si on vous accepte en tant que client, il nous ferme notre compte bancaire». Je leur dis: «Comment ça? incroyable. Je suis enregistré auprès de l'autorité des marchés financiers». Donc il y a ça et j'ai des clients qui m'appellent et qui me disent: «Mais je comprends pas, mon banquier, il m'appelle, il faut que je signe une décharge pour Ouais, investir, chez toi 200 €». incroyable. C'est pas sérieux. Ouais, Derrière, si la personne elle veut, elle peut dépenser 1 000 € dans des tickets FDJ, où l'espérance de rendement est proche de zéro. ouais, Mais par contre, pour investir sur une plateforme qui est régulée et réglementée, bah, tu vois, c'est pas sérieux, en fait et c'est un peu désespérant. ouais, ouais. Et là, qu'est-ce que tu en penses justement? On a, monsieur Trump, alors on laisse de côté la politique, mais justement cette démarche qui est pro crypto. Est-ce que tu penses qu'on va on va dans le bon sens? Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? C'est un peu compliqué de répondre à cette question parce qu'il y a 2 faces de la pièce. Il y a une face où je me dis: «C'est cool» parce que je pense qu'aller vers un peu de déréglementation sur les cryptos, c'est une bonne chose. Ça permet de stimuler l'innovation, ça permet de donner à des entrepreneurs de développer des idées et je pense que, ce qui se passe aux États-Unis, ça peut donner aussi des idées, à l'Europe pour essayer de trouver un cadre réglementaire qui nous permet de développer, en fait, des sociétés sur le secteur. D'un autre côté, bah, ça permet aussi de faire un peu tout et n'importe quoi. Et quand tu parles de crypto, bah, tu peux parler de plein de choses différentes, mais il y a des cryptos en fait, il y a des gens qui font n'importe quoi sur la blockchain Ouais, et c'est chiant, tu vois? Moi, j'essaie de faire des trucs sérieux et derrière, j'ai des clients qui m'appellent et qui me disent: «Ouais, c'est quoi le Trump coin? ouais, Ça a monté en flèche, puis ça redescend, en fait, les cryptos, c'est quoi?» Donc j'essaie de lui expliquer, c'est complètement différent. Trump coin, c'est juste, une image qu'il a lancée sur internet, il y a des gens qui l'achètent, OK, mais derrière, il y a rien, en fait. bien sûr. Il y a pas de techno, il y a pas de projet sérieux. Ouais, Nous, quand on analyse nos projets, crypto, en fait, on fait la même chose que ce que je faisais dans mon travail en finance. Ça veut dire, on regarde l'équipe, ouais, on regarde la technologie sous-jacente, est-ce qu'elle est solide? On regarde, est-ce que c'est sur un marché concurrentiel? C'est quoi les acteurs? Et on regarde la rentabilité, on regarde les revenus. En fait, les projets crypto, ils génèrent des revenus mmh, par les transactions, par plein de mécanismes. Et donc, en fait, on regarde les mécanismes sous-jacents et ensuite on construit un modèle de valorisation. ouais, C'est ce qui se fait dans toutes les boîtes du monde. ouais, Aujourd'hui, l'action totale, tu vois, elle cote autour de, enfin, je vais peut-être dire des bêtises, mais autour de 70 euros. Mais en fait, il y a des gars qui sont là et qui évaluent en fonction de Total, où est-ce qu'ils sont implantés, le marché, le dirigeant, en fonction des revenus. Ils disent, bon, l'action Total, j'estime qu'elle vaut à peu près 70 euros. bien sûr. Et donc, tu as le marché ensuite qui s'ajuste à peu près par rapport à OK, ces prévisions. Dans les cryptos, vu que c'est plus simple d'investir et tous les particuliers s'y mettent, en fait, le prix, il est quand même décorrélé du sous-jacent, bien sûr. très souvent. Ouais, Donc, on peut se dire que bah, c'est une bulle, mais en fait, très souvent, tu as plein de moments où les actifs sont sous-évalués, parce que les gens ne prennent pas en compte la techno. ouais, Tu vois, le Bitcoin, il fait moins 20% sur une semaine, la techno, elle n'a pas changé. non, Elle n'a pas changé. ouais. Juste les émotions des gens. Exactement. Et donc, nous, on surfe un peu là-dessus en disant à nos clients, bah, laissons les émotions de côté, on connaît la techno, on a nos convictions, on vise long terme, on vise patrimoine. OK. Et justement, alors c'est très intéressant, donc vous faites de l'analyse fondamentale, vous analysez les projets, l'équipe, la tech et cetera, avant de le proposer à vos clients. Donc j'imagine que vous avez, une liste de critères avant de pouvoir le proposer à vos clients. Est-ce que aussi vous, vous adaptez l'investissement en fonction de la zone de prix? Est-ce que quand vous dites: «Tiens, le marché là, il est un petit peu trop en ébullition, il y a un peu trop de spéculation ou d'effet de levier», là, on va un petit peu calmer sur l'investissement et attendre que le prix, redescende ou se calme un petit peu? Alors, aujourd'hui, je le fais avec des clients qui veulent commencer à investir. Je discute avec un client qui me dit: «Oui, là, j'ai 20 000 € à mettre». Je lui dis: «Bah, là, le marché, il a quand même bien monté. Ce que je te conseille, c'est, d'investir petit à petit parce que si ça rechute, il y a moyen que tu perdes 10 ou 15% ou 20% très rapidement». Donc ce que je lui conseille, c'est tu mets, bah, 500 €, par semaine ou 1 000 € par mois et comme ça, petit à petit, tes 10 000 € Ouais, auront fini par être investis. Ça, je le fais et en fait, pour répondre aussi à ta question,
Avant, on faisait beaucoup de day trading où nos solutions étaient adaptées au prix du moment. Et d'ailleurs, c'est un peu aussi de là qu'est parti Fibo, c'est qu'avec mon frère, on avait monté un algorithme de trading, un robot de trading qu'on a fait tourner pendant, je pense, un an et demi. Et pour le coup, c'est du day trading. Ça veut dire que c'était à la journée, le matin, on achetait des cryptos, le soir, on les revendait. Et tous les jours. Et l'objectif, c'était la recherche de rendement la plus rapide possible. Sauf que plus tu cherches du rendement rapide, plus tu prends de risques. Bien sûr, Et plus tu prends de risques, plus tu risques que ça se retourne et que tu perdes bien en fait sûr. de l'argent. Euh, et donc ce petit robot de trading, bon, ça a bien fonctionné pendant un moment, mais quand on voit que bah, on fait x3 en 2 semaines et que la semaine d'après tu fais moins 80%, bah, en fait déjà c'est fatigant pour les nerfs. Ouais. Et en même temps, en fait, ça sert à rien. Donc ça nous amusait, nous. Je faisais à côté de mon job à l'époque. Ça nous amusait, mais on ne pouvait pas créer une boîte sur un truc aussi volatile. Et c'est là qu'on s'est dit, bah, les cryptos, on a une conviction sur le long terme, on a une vision. Ce qu'il faut faire, c'est faire tout l'inverse de ce qu'on faisait avant. C'est essayer de faire les produits les moins volatiles possibles dans les cryptos parce que c'est des actifs qui sont hors pair en termes financiers. Ouais. Ok. Et justement, alors, j'étais tombé sur des statistiques de l'AMF qui nous dit qu'environ 9 personnes sur 10 perdent de l'argent dans le forex, dans les cryptos, dans l'actionnariat, justement parce qu'il y a ce côté hyper volatile et émotionnel, hein. C'est-à-dire que lorsque ça monte, on sent la FOMO, hein, comme on appelle ça, et donc là, je vais vendre mes reins, je vais vendre ma maison pour investir, parce que peut-être que ça va faire, mais pareil, quand ça descend, là, on est à 79 000, je ne donne pas de conseils en investissement, mais je pense que c'est un bon support sur lequel acheter du Bitcoin, mais la plupart des gens ont peur parce que peut-être que ça peut descendre davantage. Vous, par rapport à ça, cette volatilité, c'est quoi les clés, les stratégies que vous mettez en place justement pour apporter le plus de résultats à vos clients? Est-ce que vous êtes là aussi pour les cadrer sur leurs émotions, sur ce qu'ils peuvent ressentir, mais également de leur faire voir une perspective qui est à long terme plutôt que de devenir riche du jour au lendemain? Bah, tout à fait. En fait, c'est notre discours dès le début. C'est de leur dire, si vous investissez dans les crypto-monnaies avec Fibo, c'est pas pour sortir dans une semaine ou dans un mois. C'est sur du très long terme. Euh, Ensuite, on a tout un côté d'accompagnement où moi, j'ai des clients qui m'appellent et qui me disent, Victor, c'est fou, le Bitcoin il a atteint 100 000. Là, il faut que je remette beaucoup d'argent. euh, c'est en train d'exploser. Et je lui dis, écoute, quand le marché il descend, je te dis, calme-toi. De toute façon, c'est juste de la spéculation court terme. C'est pas à prendre en compte. Quand le marché il monte, c'est la même chose. Ouais. Donc en fait, ne surréagis pas par rapport au marché. Et ça, c'est en vrai, dès qu'il y a des jours de volatilité, c'est tous les jours que je passe des coups de fil avec des clients où j'essaie de leur expliquer. C'est pas ce qu'on s'est dit il y a une semaine. Il y a une semaine, je t'ai dit, c'est sur du long terme, donc en fait, t'excites pas. Que le prix fasse ça ou ça, t'excites pas. Bien sûr. On reste sur les convictions. Ok. Donc, entre guillemets, on n'optimise pas la position de nos clients, on les aide juste à essayer de voir long terme et Ouais. de pas se concentrer en fait sur le prix au moment T, Ouais. quoi. Enfin, je leur dis, si tu achètes un appart dans un quartier, parce que le quartier il est super dynamique, parce que ton appart il est beau, il est bien situé, en fait, c'est pas parce que les taux vont diminuer, donc en fait, concrètement, la valeur de ton bâtiment en un mois, elle va perdre 5 ou 10%, que tu vas vendre tout de suite ton appartement. Bien Non, sûr. tu le gardes, tu as acheté un Ouais. bel appartement dans un beau quartier, c'est un quartier qui se développe, donc en fait, tu le gardes sur le long terme. Ouais. Bah, fais la même chose avec les cryptos, en Exactement. fait. C'est ça, Parce ouais. que c'est tellement instantané d'acheter et de vendre que Ouais. tu te dis, ah mince, c'est le moment, c'est le moment. Et en plus, on voit les courbes. Et on voit les courbes en temps L'appartement, il n'y a, direct. il y a pas de courbe. Oui, il faut voir les statistiques qui arrivent un trimestre sur l'autre. Donc là, je disais un mois, mais c'est plus en termes de trimestre et d'année. Mais c'est complètement notre approche. Est-ce que tu vois justement cette dynamique de marché qui est quand le prix augmente, tout le monde achète et le prix baisse, tout le monde vend? Est-ce que tu la vois, toi? Est-ce que par exemple, aujourd'hui, ce matin, on se réveille, le Bitcoin à 80 000, 79 000, tu reçois justement des emails de clients, des appels téléphoniques pour te demander qu'est-ce qui se passe sur le marché? Et pareil, vice-versa, le Bitcoin qui atteint 110 000, tiens, j'ai envie d'investir. Est-ce que tu les repères, ces dynamiques et ces émotions-là? Tout à fait. Mais c'est presque automatique, en fait. Dès que le marché descend, j'ai des questions sur qu'est-ce qui se passe, ce qui est normal, Ouais. ça me choque pas. Mais surtout, quand le marché monte, c'est là que j'ai des inscriptions sur l'application, Ouais. c'est là que j'ai des gens qui remettent. Et en fait, c'est presque automatique, quoi. Carrément. Ce que j'aimerais par rapport à Fibo, donc c'est quoi, enfin, quelles sont vos ambitions, en tout cas à court terme, moyen terme, sur les 3 prochaines années? Comment vous souhaitez vous développer ou peut-être proposer d'autres produits
ou différents secteurs d'activité. Je ne sais pas si vous permettez également à des entreprises, vous avez une approche B2B, de pouvoir investir, parce que je la trouve très intéressante en tout cas. Nous, on pense que la blockchain et les cryptos, ça va prendre de plus de place dans notre économie. Et, euh, et donc, en fait, on est persuadé que, comment dire, nos ambitions, nous, c'est à la fois déjà d'onboarder de plus en plus de personnes d'un point de vue, enfin, pour les particuliers, pour essayer de leur expliquer comment ça fonctionne, pour vulgariser. Mais également, oui, on parle avec des entreprises. On propose Mm. aujourd'hui du placement de trésorerie. Ok. En fait, justement, sur la blockchain, il y a de développer des ETF du CAC 40, tu as des obligations d'État. En fait, il y a des produits qui sont en euros avec du rendement comme des placements de trésorerie. Ouais. Aujourd'hui, une société qui veut placer sa trésorerie, en fait, concrètement, elle a pas beaucoup de choix. Mm. Tu vas avoir ta banque, elle va te proposer un produit, un compte à terme. Tu vas être bloqué pendant 6 mois, 2 ans pour un rendement autour de 2-3%. Ouais. Donc, généralement sous l'inflation en plus. Et avec la blockchain, tu as accès à ces produits, mais tu enlèves tous les intermédiaires. Donc, le rendement, il est un peu plus élevé. On est plutôt autour de 5-6%. Mm. Et en même temps, c'est instantané. Ça veut dire que quelqu'un qui place la trésorerie de son entreprise chez nous, s'il veut partir dans 2 mois, il peut partir dans 2 mois. Ok. Et il aura chopé son rendement sur les 2 mois. Ok. Donc, on se développe beaucoup avec les entreprises. C'est un sujet, mais en fait, on est encore, je trouve, un peu early, dans le sens où euh, on passe beaucoup de temps avec les entreprises à leur expliquer dans quoi on investit, comment ça fonctionne. Et généralement, ils sont assez réticents, ce qui est normal, hein. Donc, on a des clients, mais c'est des gens qui sont déjà un petit peu technophiles, qui sont curieux et qui sont pas accrochés à leur banque. Ouais. Donc, il y a ça. Et nous, on s'intéresse aussi énormément aux conseillers en gestion de patrimoine, Ok. parce que c'est un sujet où tu touches vite beaucoup de monde. Et là, tu as tout un sujet aussi d'accompagnement, de vulgarisation, d'explication. Bien sûr. Les premiers conseillers en gestion de patrimoine avec qui on discutait, ils nous disaient, mais ok, je trouve ça intéressant tes produits Bitcoin, je trouve ça intéressant les obligations d'État, mais en fait, moi, je ne me vois pas l'expliquer à mes clients. C'est trop compliqué la Ouais. blockchain. Ouais. Et là, quand il me dit ça, je lui dis, écoute, tu te sens à l'aise avec Internet, tu te sens à l'aise sur les réseaux sociaux, tu te sens à l'aise à parler d'actions Amazon ou d'actions Facebook. Il me dit oui. Je lui dis, et tu sais comment ça fonctionne? Tu connais le protocole TCP/IP? Non, tu connais pas en fait. Et donc en fait, tu n'as pas besoin de connaître toute la technicité pour parler d'un sujet. Bien sûr. C'est clair. Et aujourd'hui, sur le sujet de la blockchain, il y a un espèce de nuage de complexité qui fait que les gens pensent que c'est trop compliqué. Ouais. Non, en fait, c'est assez simple à comprendre. Ouais. Ouais, il y a beau... En fait, je pense que les gens arrivent dans ce milieu. Déjà, il y a un jargon qu'il faut C'est qu'ils vrai. s'approprient. Je pense C'est que vrai. ça fait une barrière à l'entrée. Et déjà, d'une, c'est qu'on peut interagir avec les cryptos sur des échanges centralisés. Mais dès qu'il s'agit d'aller sur MetaMask, etc., et de comprendre les gas fees, etc., les gens, ils sont perdus. Donc, je pense qu'il y a besoin d'avoir des solutions également qui permettent de faire un lien assez facile entre cet investissement facilité, comme tu le proposes avec Fibo, et, euh, et, et leurs préoccupations finalement. Euh, J'avais une question, c'est parmi vos produits et vos services, est-ce que vous proposez également sur votre plateforme des services de finances décentralisées ou de type de finances décentralisées comme le staking par exemple? C'est marrant parce qu'en fait, on le fait, mais on le dit pas. Ok. Quand on propose des obligations d'État, en fait, du rendement sur des euros à nos clients, eux, ils voient presque juste le rendement sur des euros. S'ils creusent, ils comprennent que le sous-jacent, c'est les obligations d'État. Et les obligations d'État, c'est sur la blockchain, c'est sur la DeFi. Donc, Ok. nous, on gère la complexité sur la DeFi. Et notre objectif, c'est de gérer toute la complexité et Oui. de la simplifier un maximum Ouais, pour bien le sûr. client. Ok. Euh, mais donc, on fait de la DeFi, ouais, forcément. Mais rien que pour la conservation, en fait, on garde pas nos cryptos sur des exchanges. Donc, Ouais. moi, j'ai fait beaucoup de défis depuis le début, en fait. Je jouais un petit peu avec. Donc, on a maîtrisé. Puis, j'ai fait une formation de développeur blockchain Ok. aussi pour être sûr de comprendre tous les sous-jacents, comment Bien ça sûr. fonctionne. Alors justement, lorsque vos clients vous prêtent de l'argent, vous achetez des crypto-monnaies, vous les achetez où? Quels sont les pools de liquidité ou quels échanges centralisés vous allez chercher justement ces crypto-monnaies? On utilise plusieurs en soi. Enfin, je peux les citer, mais tu Ouais. as Kraken, Binance, Paymium, plateforme d'échange française. Ok. Mais tu as aussi, parfois, on fait en OTC, donc directement de gré à gré. Et alors,
Ce qui m'intéresse, on a parlé de Fibo, de votre proposition de valeur, des différents produits, de vos clients. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de comprendre ton parcours. Ouais. Pourquoi aujourd'hui tu t'intéresses à la crypto-monnaie? Qu'est-ce que tu trouves fascinant dans cet écosystème? En fait, c'est marrant parce que tout a commencé un peu en 2016. Moi, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser, aux cryptos et en même temps, j'étais encore étudiant à l'ESCP en école de commerce et donc d'un côté, j'entends parler de crypto, je commence à découvrir ce que c'est le bitcoin et de l'autre côté, bah, j'ai des cours d'économie, j'ai des cours de finance et donc je m'intéresse un peu à la création monétaire, à comment ça fonctionne, l'inflation, c'est quoi la dette, les taux directeurs. Donc la création monétaire, je comprends qu'avant, on utilisait de l'or, OK. Ensuite, on a utilisé du papier, mais avec, comme sous-jacent l'or, qui représentait en fait l'or qui était dans les banques. Puis à partir d'un moment, on s'est dit: «Bon, en fait, on pas besoin de l'or, quoi, Ouais, on va juste faire du papier» juste imprimer. et donc en fait, ça veut dire que tu peux faire de l'argent à l'infini et Exact. donc là, je commençais à me poser des questions, je fais: «Mais attends, ça cause pas des problèmes de faire ça? Ouais, Comment c'est possible qu'une banque, elle prête de l'argent qu'elle a pas?» Moi, si je te prête 1 000 €, bah, je les ai plus sur mon compte, tu ouais. vois? Bah, la banque, si tu lui empruntes 1 000 €, elle a rien sur son compte, juste elle appuie sur un bouton et elle te Ouais, crée bien 1 000 sûr. €. Enfin, c'est pas complètement vrai. En vrai, elle doit garder à peu près, je crois, 130 €. C'est les ratios de Bâle de 2008, c'est autour de 13. Bref, je divague. Mais donc je commençais à me dire: «Bah, comment c'est possible?» Parce que pour moi, plus tu injectes de monnaie dans une économie, dont la richesse ne bouge pas en fonction de la monnaie, donc plus tu injectes de monnaie, moins elle est Valoriser. valorisée, exactement et donc elle perd de la valeur. Donc ça veut dire que à chaque fois qu'une banque, fait un «prêt» entre guillemets et appuie sur un bouton pour imprimer de l'argent, bah, tous ceux qui détiennent des euros, ils perdent de la valeur. Exact. Bah, c'est ce qu'on appelle l'inflation, en Et ouais. fait et c'est fou parce que là, après le covid, l'inflation a été autour de 7-8 par an et en fait, si tu regardes, tu as 50 des pays dans le monde où l'inflation, elle est autour de 10 par an. 10 de l'inflation par an, ça veut dire grosso modo que dans 5 ans, tu perds la moitié de ton patrimoine. Exact, ouais. Alors que, bon, l'objectif de la Banque centrale européenne, c'est d'avoir une cible entre 2 et 4 mais même 4 c'est 20 ans. Dans 20 ans, tu as la moitié de ton patrimoine. Donc ça veut dire que là, on parlait d'enfants, je vais bientôt être papa. Je commence à lui si je lui mets 100 000 € sur un compte, quand il va atteindre la majorité, à 4 d'inflation, qui est le mandat de la BCE, il y aura la moitié de son capital qui sera disparu. Et comment ça se fait qu'il y a personne qui regarde ça plus en profondeur, tu vois? Et tu vois, j'entendais il y a pas très longtemps parler d'une petite histoire pour illustrer ça, je sais pas si tu connais l'histoire de l'île de Yap au Non, 19e siècle? non. Bah, en fait, tu avais une petite civilisation qui vivait très bien et ils avaient pas d'or, ils avaient pas de billets. Eux, ils vivaient avec des pierres rondes, des pierres rares, ça s'appelait des pierres, railles, qui étaient taillées et donc avec ça, tu pouvais acheter avec une pierre, tu pouvais acheter une maison, tu pouvais acheter un bateau Ouais. et bon, tu dois avoir une centaine de pierres dans la petite civilisation qui vivait comme ça et puis là, tu as un Néerlandais qui, avec les méthodes techniques européennes, qui s'est dit: «Mais en fait, moi, je peux en faire plein des pierres». Donc il est arrivé avec toutes ces pierres, il a commencé à racheter des choses et puis, en fait, il a mis de plus en plus de pierres dans le circuit. Ouais. Bah, en fait, c'est passé ce qui se passe quand tu fais ce genre de choses, un déclin économique et la monnaie qui ne valait plus rien du tout, Bien pour sûr, tout le monde, en fait. bien sûr. C'est ce qui s'est vu d'ailleurs post-Covid. L'économie s'arrête. On a les banques centrales qui impriment énormément de billets. Donc ça rajoute de la masse monétaire. Et finalement, on a de l'inflation. Et comment combattre ça? Ben, c'est en augmentant les taux d'intérêt. Donc là, on est en train d'en subir les conséquences, si on est placé sur les marchés boursiers en tout cas. Exactement. Bah, donc tu vois, avec cette petite leçon de quelques siècles, je suis en train d'apprendre que enfin, pour moi, il y a un petit problème, tu vois, dans le système. Même si ça fonctionne, en fait, tu as des crises tous les 20 ans, OK, mais ça fonctionne et en même temps, bah, je découvre un outil technologique un peu bizarre, le bitcoin, un outil, sauf que, sur le bitcoin, en fait, tu apprends que mathématiquement, tu en auras jamais plus de 21 millions. Ouais, C'est, le maximum. Mathématiquement, tout le code est transparent, donc moi, on sait qu'aujourd'hui, à peu près toutes les 10 minutes, tu as 3,125 bitcoins qui sont créés, ouais, et que ça dépassera jamais 21 millions. Je sais qu'en 2028, à peu près, ce sera 1,6 qui seront créés toutes les 10 minutes. Enfin, c'est tous les blocs, mais c'est à peu près toutes les 10 minutes. Et en fait, du coup, tu as cet outil, technique, technologique où tu as tout le code qui est transparent, tu sais comment ça fonctionne et tu sais que, bah, tu peux pas en créer plus, en fait. Donc tu as un objet de rareté numérique bien qui sûr. n'existait pas avant. Et
Et au-delà de ça, bon, bah, tu as toute la transparence de toutes les transactions dont on parlait tout à l'heure pour le blanchiment d'argent. Donc en fait, c'est là que je tombe un peu dans dans les cryptos et que je me fascine pour cet écosystème, cet environnement. Et je me dis, je pense dès le début, un jour, je monterai une boîte autour de ça parce que, c'est trop cool, en fait. Il y a du potentiel, ouais. Exactement. C'est vrai que c'est une vraie philosophie, hein, de ce que j'entends, hein. C'est-à-dire que c'est plus qu'une tech. On est vraiment dans une philosophie, c'est-à-dire une philosophie déflationniste, hein, par rapport au modèle en place, mais aussi cette philosophie, peut-être qu'on en parlera, décentralisée, où c'est moi-même qui contrôle mon flux monétaire et mes données, et je ne dépends plus d'une autorité centrale ou d'un intermédiaire, en C'est tout cas. absolument, c'est pas qu'un sujet monétaire et c'est marrant que tu dises ça parce que ce matin, je lisais encore une stat qui est tombée. Tu as 30 des Français qui, estiment ne pas détenir leur argent, qui ont peur de ne pas avoir le contrôle sur leur argent. Alors que, bon, on a tous un compte bancaire, donc c'est justement du fait qu'aujourd'hui, on n'a pas d'alternative au système bancaire Ouais, et bah, depuis, 3 000 ans, en fait, les individus, ils gèrent leur argent eux-mêmes. bien sûr. On est bancarisé que depuis pas longtemps, en fait, ça doit faire, bah, en 1960, de mémoire, tu avais 10 des Français qui avaient un compte bancaire. Aujourd'hui, c'est 99. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'alternative. Et d'ailleurs, c'est écrit dans la loi, si tu veux toucher un salaire au-dessus de 1 500 €, tu es obligé d'avoir un compte en banque. Tu veux payer ton loyer, tu es obligé d'avoir un compte en banque. Et donc là où Bitcoin et les cryptos, c'est bien, c'est pas pour remplacer le système financier traditionnel, mais c'est pour offrir une alternative. Bien sûr. Aujourd'hui, t'es pas enfin, grâce à Bitcoin, tu peux conserver de la valeur Ouais, sans être obligé d'aller chez une banque. exactement. Et c'est ce qui est, enfin, ça fait partie des choses qui sont révolutionnaires. Absolument. Et 2016, tu nous racontais, donc tu es arrivé, pas au début, mais quand même très très tôt. Comment t'en as entendu parler? Parce qu'aujourd'hui, on entend davantage Bitcoin qu'en 2016 en tout cas. Ou en 2016, il y avait beaucoup d'a priori par rapport au Bitcoin. Le blanchiment d'argent, on en parlait tout à l'heure, le Darknet. Mmh. Hein, on se souvient de Silk Road, par exemple, cette place de marché sur le Darknet où tu pouvais payer en Bitcoin, etc. Donc, comment t'es rentré là-dedans, justement? En fait, c'est par, une de mes premières expériences professionnelles. Pendant que j'étais à l'école, je travaillais en parallèle pour une start-up et j'étais au sein de la direction financière. Donc je m'occupais du reporting, de gérer globalement les finances de la start-up et ils avaient une équipe de devs avec qui je m'entendais trop bien et les devs, ils étaient déjà dans la technique, ils étaient déjà dans la techno, ils s'intéressaient, au Bitcoin, à l'Ethereum et donc c'est par là que je suis rentré, en fait. C'est en discutant avec eux et ce qui est cool, c'est qu'ils avaient une vision, très techno, en fait. Donc ils étaient déjà passionnés par la techno. Bon, après, ils parlaient du prix, Ouais, parce que forcément, tu parles ouais, bien d'actifs qui sûr. sont échangés, Ouais. qui ont une valeur boursière. Mais je suis rentré d'abord par la techno et c'est comme ça que je me suis passionné. Et je me revois à dire à mon frère: «Ouais, tu connais ça, le Bitcoin? Tu en as déjà entendu parler?» Ouais. Et il en avait entendu parler par quelqu'un d'autre. Et il me dit: «Bah ouais, attends, c'est bien, il y a même l'Ethereum maintenant». Ouais. Enfin non, c'est pas en 2016, c'était un peu plus tard, mais que j'en discutais avec mon frère. Mais tout ça pour dire que, ouais, c'est comme ça que je suis rentré dedans et que je me suis passionné pour le sujet. OK. Mais justement, intéressant, la rencontre avec ton frère, enfin la rencontre, en tout cas, tu parles avec ton frère, la jeunesse de Fibo. Comment, au bout d'un moment, c'est toi donc qui en parle à ton frère, qui lui fait découvrir cette technologie. Comment, au bout d'un moment, vous dites: «Bah, tiens, on va faire une collaboration, on va proposer, amener un produit qui a une vraie valeur et on va créer une société». Comment ce cheminement s'est fait? Et tu parlais aussi de capital social tout à l'heure et ta difficulté pour le déposer chez une banque. Est-ce que vous avez levé des fonds? Est-ce que vous avez levé des fonds après avoir créé la société? Avant, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, comment ça s'est fait, Fibo? Hem, sur ta première question, en fait, ça s'est fait très naturellement, justement parce que on parlait de crypto ensemble. On lisait un document sur le sujet et on échangeait ensemble depuis assez tôt, depuis 2016-2017 et hem et en fait, on est tous les 2 un peu on aime tous les 2 l'informatique, en fait. On code, depuis qu'on est tout petits tous les 2, OK. et donc on a vite monté un petit site, qui parlait du bitcoin. On a vite, justement créé l'algorithme de trading dont je te parlais tout à l'heure, un robot de trading et ça se faisait, sans f créer une boîte, en fait. C'était juste pour s'amuser. On avait créé des API, connectées avec Binance, Ouais, qui faisait que tu pouvais passer des ordres, bah, très rapidement. OK. Et prendre des décisions rapidement. Donc on avait le côté, très tech Ouais. déjà et en plus, bah, lui il suit des études de finance de marché. Donc en fait, les indicateurs qu'il utilisait avec, enfin dans son école, heu,
pour étudier la finance de marché, on les appliquait au monde des crypto-monnaies. D'accord. On discutait de tout ça comme ça. Et donc, c'est venu assez naturellement, en fait. Et donc, moi, après le robot de trading, quand on s'est dit, bon, bah, on se lance, donc j'ai quitté le fonds d'investissement dans lequel je travaillais. Et lui, il m'a suivi pas longtemps après. Il a quitté sa boîte. Et pour répondre à ta deuxième question, on n'a pas levé de fonds. Non. Non, Sur des fonds propres? on a tout fait sur des fonds propres. OK. Alors, j'avais la chance d'avoir un métier stimulant et bien payé, euh, qui m'a permis de mettre un peu d'argent de côté et de voir les choses venir. Mais on n'a pas levé de fonds. Je pense que c'est pas non plus forcément c'est un des modèles qui existe quand tu montes une société. Nous, on s'est dit, enfin, moi, j'étais pas à l'aise en fait avec le fait de lever des fonds juste sur une présentation, un PowerPoint, sans avoir entre guillemets rien fait. Donc, on s'est dit, on se lance, on fait tout nous-mêmes, et puis une fois on a notre produit, on verra si on peut le développer davantage en levant des fonds. OK. Mais Est-ce qu'il y a eu, après la création de la société, donc j'ai compris les challenges, les obstacles avec les banques, le PSAN, est-ce qu'il y a eu une traversée du désert? Moi, on a développé un produit, on a dépensé de l'argent. Quand est-ce que nos clients y viennent? Ou vous avez rencontré un succès rapidement? alors, au lancement de l'app, on a rencontré un succès. Il y a eu pas mal de gens qui se sont inscrits. Mais c'est vrai que après, pendant plusieurs mois, il y a eu une petite traversée du désert. Mais Pendant le bear market, ouais, par exemple, c'est ça? exactement. Ouais. Mais en fait, ça fait partie de l'aventure entrepreneuriale. Nous, on a continué d'avancer, de développer notre produit, d'essayer de l'améliorer. Donc, on a eu des moments de doute. Je pense que ça fait partie de la vie de tout entrepreneur. Moi, déjà, au début, j'avais des doutes sur est-ce que j'ai bien fait de quitter mon job? Ouais. J'étais en fait Bien payé, stimulant. stimulant, bien payé. Mais en fait, vite, tu laisses ça derrière toi parce que tu te dis il faut avancer. Tu as fait le choix de monter ta boîte. Et donc, ensuite, tu as d'autres doutes. Mais c'est plus des doutes sur ton business, sur ton positionnement, sur est-ce que est-ce que est-ce que c'est la bonne façon de faire en fait? Est-ce Ouais, que c'est la bonne façon de vendre ton produit? Mais, mais en fait, c'est aussi ce qui te permet de progresser. bien sûr. Parce que ces doutes, c'est ce qui fait que nous, on se remet tout le temps en question, on change l'image de marque, on change la façon dont on dit les choses, on change notre discours, on change notre produit, et c'est ce qui fait qu'au bout d'un an, on arrive à quelque chose d'abouti. OK. Et là, actuellement, dans l'entreprise, vous êtes les seuls actionnaires. Ouais. Donc, vous n'avez pas alors relevé des fonds derrière? Non, on a levé des fonds, ce qu'on appelle non dilutifs. OK. On a été subventionné par la banque, la BPI, D'accord. mais on n'a pas levé de fonds. Alors peut-être qu'on le fera dans les années qui viennent, si on a l'opportunité, notamment pour, pourquoi pas du développement international, Ouais. ou également parce que en fait, on aimerait bien avoir une infrastructure qui nous permet de recevoir, enfin d'avoir des comptes bancaires comme une banque, Ouais, bien sûr. d'avoir une infrastructure bancaire pour que quelqu'un qui investisse dans les cryptos, ce soit aussi simple que d'acheter des actions en fait. Donc Bien de sûr. passer du réseau Swift bancaire classique IBAN au crypto Ouais. en un rien de temps. Donc on voudrait être le hub entre le réseau bancaire Swift, IBAN, et les crypto-monnaies et la blockchain. OK. Et aujourd'hui, c'est compliqué parce que il y a la réglementation, Bien sûr. mais il y a des banques qui commencent à le faire. Ouais. Donc, on pense que c'est l'avenir, en tout cas, de notre secteur. OK. Et par rapport aux banques, justement, aujourd'hui, vous avez trouvé des partenaires bancaires qui vous accompagnent? Oui, aujourd'hui, on en a pas beaucoup. Non, parce que je dis ça, ça peut être intéressant pour le crypto-entrepreneur qui souhaite se lancer en France. Et justement, peut-être qu'il y a des banques qui sont plus friendly. Moi, je sais que de mon côté, il y a des banques traditionnelles qui sont devenues crypto-friendly, mais peut-être de ton côté, qu'est-ce que tu en penses? On en a pas beaucoup, on n'a pas beaucoup d'options, mais maintenant qu'on est un peu plus gros, c'est sûr que c'est plus facile de discuter avec elles. Maintenant que notre business est, «stabilisé» entre guillemets, Ouais, notre image de marque aussi, ils savent qu'on fait pas n'importe quoi, qu'on discute avec l'autorité des marchés financiers. ouais, Donc c'est plus simple, mais c'est pas encore, le grand amour. ok. Heu, pour te dire, on a plusieurs banques. Une de nos banques, elle est au Luxembourg, et en fait, Ouais, on n'a pas le choix. ouais, ouais, Heu, bien sûr. donc ça fait partie, Ouais, ouais, c'est évident. C'est évident. Mais même, nous, Galiléo, on a une entreprise en France, en Suisse. En Suisse, même à Zug, hein, dans la crypto-vallée. Mais pour trouver un partenaire bancaire, à Zug.
c'était aussi très, très compliqué. Ça m'étonne pas. Et là, récemment, dans ma famille, il y a quelqu'un qui a aussi lancé une crypto startup aussi. Et il a ouvert avec la Société Générale. Et sur son compte en banque, il a reçu 600 000 euros d'ICO sur la Société Générale. Et ils étaient OK pour le faire. Je sais que la Société Générale met un pas en avant, en tout cas, pour devenir crypto-friendly. Je Bien crois sûr. qu'ils viennent d'acquérir le PSAN aussi avec... Forge, c'est avec leur ouais, filiale Forge qui est très avancée là-dessus. Et d'ailleurs, ils ont même émis des obligations sur la blockchain. ouais. Alors pour l'instant, elles ne sont pas accessibles au grand public, mais ouais, il y a des initiatives de ce type. Après, Forge, c'est une filiale de la Société Générale. Ouais. Il faut voir si derrière, les clients de la Société Générale, ils pourront investir dans les crypto-monnaies. Bien sûr. Enfin, Justement, alors je parlais d'ICO, est-ce que ça a été quelque chose, j'imagine que vous en avez débattu, de lever de l'argent en lançant un token? euh, on en a débattu, mais en fait, dans nos discussions avec l'autorité des marchés financiers, on leur a dit qu'on ne faisait pas d'ICO. Ok. Et donc aujourd'hui, si on veut le faire, il faut qu'on retourne Ouais. discuter avec eux. Les frais Et d'avocat, la paperasse. ouais, c'est pas, on va dire, c'est pas notre cheval de bataille. Ok. On a développé. En fait, je pense que quand tu montes une boîte, il y a plusieurs, il y a plein de modèles, de types différents. Chaque entrepreneur est différent. Et, et nous, on s'est un peu orienté vers une structure un peu lean, un peu simple, où on Ok. essaie de pas trop dépenser. On prend, on essaie de pas trop dépenser en fait, on essaie de pas faire n'importe quoi et je pense que quand tu lèves, rapidement beaucoup d'argent, tu peux être tenté, d'investir un peu partout. Ouais, bien sûr. Alors ça, c'est avantages parce que tu vas beaucoup plus vite. Nous, on a choisi, de s'inscrire sur le temps long et donc Oui. on va plus doucement, mais c'est un choix qu'on a fait. Est-ce que c'est cette différence, et c'est peut-être Anthony Bourbon qui en parlait, de la différence entre la start-up et la PME? La PME est une structure qui va se développer petit à petit, alors que la start-up va aller chercher du rendement, mais va dépenser aussi énormément de cash sans savoir si ça va marcher derrière. De quel côté tu le placerais? Bah, je pense plutôt de la PME. La PME, ouais. Ouais. Ouais, c'est plutôt comme ça qu'on voit les choses. Déjà parce que c'est notre philosophie sur le marché. Nous, ce qu'on dit à nos clients, c'est d'avoir une vision long terme. Donc, c'est ce qu'on fait avec notre société. On a une vision long terme, on se développe petit à petit. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne lèvera jamais des fonds, hein. Mais, mais ouais, je pense plutôt PME. Est-ce que tu aurais des conseils ou des principes justement pour se lancer dans l'entrepreneuriat, blockchain, crypto-monnaie, pour nos amis francophones qui nous écoutent aujourd'hui? Je pense que l'entrepreneuriat, ça va beaucoup changer dans les années qui viennent et qu'on va avoir de plus en plus de ce qu'on appelle des solopreneurs, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, quand tu es un entrepreneur, le capital que tu as, entre guillemets, c'est ton temps. Donc, dans une journée, il y a 24 heures. Bon, il faut quand même dormir un petit peu, il faut manger, mais c'est ton temps. Et maintenant, avec l'intelligence artificielle, tu peux faire une communication, tu peux faire plein de choses, même de l'administratif, du juridique. Tu peux faire plein de choses et t'automatiser des tâches qui font que tu as le temps de faire plein de choses Bien et tu as sûr. pas besoin de recruter quelqu'un qui va faire ça pour toi. Donc, déjà, mon premier conseil, c'est utiliser l'IA. Ouais, on est d'accord. C'est déjà un grand Au lieu de conseil. passer 20 minutes à écrire un mail, maintenant on en passe 5 minutes. Exactement. Et sinon, un autre conseil, tu vois, ce serait, en fait, ce serait de persévérer. Parce que aujourd'hui, notre attention, elle est trop vite focalisée sur quelque chose, puis on change d'attention. Je crois que j'avais vu une étude, le temps moyen d'attention, il est de 3 secondes. Ouais. 3 secondes, 3 secondes. C'est ultra rapide. Donc ça veut Ouais, dire c'est le qu'on temps n'arrive d'une pas. vidéo TikTok. Exactement. Et en fait, quand tu montes un business, je pense qu'il faut se dire, c'est ça et c'est que ça en fait. Et donc, faut pas essayer de, ah ouais, je pourrais faire ça, ah mais je pourrais faire aussi ça. Et en fait, si tu commences à partir dans tous les sens, bah, il n'y a rien qui avance. Donc, il faut persévérer sur un sujet. Et même si à un moment, tu te dis, bah, tu as des doutes, tu te dis, bah, c'est pas forcément ça qu'il faut faire, ça me plaît plus trop, je suis pas sûr que ça va marcher. Ouais. En fait, il faut continuer. Et au bout d'un moment, ça peut être une rencontre, ça peut être euh, un petit truc que tu changes dans ton produit, un petit discours, un petit message Bien sûr. commercial qui fait que ça va intéresser les gens ou même juste un pivot. Ouais, Mais ouais. en fait, c'est en persévérant sur ton projet, sur ton sujet que ça finira par marcher. Justement, discours commercial, c'est très intéressant parce que nous aussi on a subi des obstacles par rapport à ça. Est-ce que votre discours a évolué? Est-ce que vous avez une tendance à simplifier un petit peu ce que c'est la blockchain, ce que c'est l'investissement crypto? Parce que c'est vrai qu'on peut vite rentrer dans du détail, notamment le détail de la technologie, et avoir des clients en face qui ont du mal à nous suivre ou à comprendre. Est-ce que
d'ores et déjà, enfin, d'entrée de jeu, vous avez eu un discours qui était facilement assimilable par vos clients? Ou est-ce que vous l'avez adapté ou optimisé au fil du temps? On l'a adapté, c'est sûr que notre discours, il a évolué, mais je pense que c'est, un processus, et qu'on l'a même pas complètement terminé. Ouais, Ça m'arrive de discuter avec des gens et je vois dans leurs yeux qu'ils savent pas de quoi je parle. bien sûr. Et en fait, c'est pas que de crypto, mais c'est même, d'éducation financière en général. Parfois, je parle à quelqu'un d'investissement, je parle de risque et de volatilité, je vois que j'ai perdu la personne. Ouais, Parce qu'en fait, déjà, je me rends pas compte, mais j'utilise des termes techniques et je le fais encore. Donc je pense que c'est un processus. Au début, on était encore plus technique. Maintenant, on commence à avoir un discours peut-être plus mainstream, plus entendable, ouais, mais on a la volonté de simplifier encore plus. bien sûr. Une question comme ça par rapport à ton enfance, c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure, mais tu nous as dit que dès que tu étais enfant, tu avais une volonté de développer ou en tout cas de rentrer dans des systèmes informatiques peut-être pour, mettre en vie les idées que tu avais ou les applications, les sites internet. Moi, j'étais un peu comme toi, hein, dès que j'ai découvert, le site du zéro, l'HTML et cetera, on pouvait créer des sites internet, pour moi, c'était bon, j'étais un entrepreneur déjà. Est-ce que tu as eu un petit peu ce parcours-là ou qu'est-ce qui t'a intéressé justement quand tu étais peut-être enfant, adolescent, à étudier la programmation ou le développement? Et je pense que c'est venu d'une envie de comprendre les choses, en fait. Je me revois, tu vois, au collège, enfin, au début de mon collège, hein, je sortais de cours et en fait, j'allais au cybercafé, Ouais, pour, jouer avec des amis, mais aussi pour discuter avec le gars qui tenait la boutique parce qu'en fait, il nous expliquait comment ça fonctionnait. C'est quoi, en fait, une page web? C'est hébergé sur un serveur. Comment est-ce que l'information, elle est transmise? Comment est-ce que tu accèdes à tout ça? Et puis, nous montrer même du code, comment ça fonctionne derrière. ouais, Et je pense que c'est un peu, déjà, ça a été un peu un fil rouge dans ma vie. J'aime bien comprendre les choses. C'est pour ça que je fais une formation de développeur blockchain. C'est pour ouais, ça que j'ai appris à coder, c'est que je veux savoir comment ça marche. Et, donc, bon, c'était pas vraiment par entrepreneuriat, je pense que c'était plus par amour de la tech et pour vouloir comprendre comment ça fonctionnait. OK. Et ouais, je pense que c'est principalement ça. Après, mes premières expériences entrepreneuriales en soi, tôt, enfin, j'avais pas conscience que c'en était, mais je me vois, mes parents, ils s'étaient inscrits à une brocante, tu vois? Ouais, On vendait plein de petites choses, sauf qu'on n'avait pas tout vendu. Il restait plein de trucs et moi, je commençais déjà à bidouiller sur internet et je connaissais eBay ouais, et donc je commence à mettre les trucs qu'on n'avait pas vendus sur eBay et puis là, il y a rien qui part, que je commence à améliorer mon offre, tu vois? ouais, J'écris une description un peu plus pointue, ouais. j'améliore l'image et là, ça commence à se vendre, donc je suis Mmh. content, tu vois? Et c'est un peu ma première expérience D'accord. entrepreneuriale parce que tu fais un produit, tu essaies d'améliorer l'offre et derrière, bah, il y a un peu de Ouais, logistique pour ouais. envoyer c'était cool. Je pense que c'était un des premiers trucs que j'ai fait. Trop bien, très intéressant. J'ai encore 2 autres questions. La 1re, c'est justement, c'est quoi la perception de ton entourage, de ta famille? Parce que, enfin, j'anticipe, et parce que je me projette en toi aussi d'une certaine façon, que tu dois être perçu un peu comme l'ovni de la famille. Tu es dans une technologie très volatile que personne comprend. Heu, Qu'est-ce que te disent tes proches? Comment ils te perçoivent? C'est quoi les questions que tu as à Noël, par exemple, ou au jour de l'an? Bah, à Noël, généralement, c'est pas c'est: «Ah, le bitcoin a atteint 100 000, tu as vu?» Bah Ouais. oui, j'ai vu, je travaille dedans. Oui, j'ai eu la notification CoinGecko, j'ai vu. Non, comment c'est perçu par mon entourage? En fait, je saurais pas trop quoi te dire à part que, Est-ce qu'il y a de la surprise, de la curiosité, de la peur? de la peur, pas trop. Bon, en vrai, depuis que je suis petit, j'ai toujours été un peu malin, j'ai trouvé des enfin, je me suis toujours un peu débrouillé, et les gens, ils ont pas peur que je rate. Même, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit: «De toute façon, s'il y a quelqu'un qui va réussir, c'est toi». Donc je pense qu'ils sont assez sereins, il y a de la curiosité, oui. Hem, Après, il y a aussi des gens qui se disent: «Ouais, mais les cryptos, c'est un peu n'importe quoi». Donc j'essaie d'expliquer et je me rends compte que mon discours, parfois il marche, parfois il marche pas, en fait. OK. Donc il y a des gens auprès de qui ça marche pas, Ouais, mais bon, c'est comme ça. Il faut que et je continue à essayer d'expliquer, je reprends des arguments et de toute façon, c'est ma vie, au jour le bien jour sûr. et j'ai envie de dire aussi, je faisais déjà un métier qui était pas commun. Je faisais du private equity, donc Ouais, j'achetais des entreprises, je les aidais à se développer, je les revendais. Enfin, là, je te le dis en très simple. ouais, Mais
C'était déjà un peu compliqué, en fait, pour pas mal de gens. Victor était juste dans la finance. Mais la finance, ça veut rien Ouais, dire. ouais. Là, il est dans la finance et dans les cryptos. Donc, c'est un peu, tu vois, Ouais. c'est différent, mais c'est la même chose. OK. Et non, mais tu as des discours, tu vois. Généralement, les questions à Noël, c'est ouais, bah, Bitcoin, ça pollue. Je Ouais. croyais que tu étais écolo. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Ouais. Et bah, et là, les premières fois que tu entends cette question, bah, tu as 2-3 arguments, mais tu bafouilles. Et au final, bah, ça t'oblige à creuser. Parce que c'est vrai que enfin, je fais attention à l'écologie, au climat, c'est des sensibilités que j'ai. Et donc j'essaie de creuser le sujet de Bitcoin. Et quand tu comprends comment ça fonctionne, en fait, le Bitcoin, bah, tu te dis que c'est pas un problème pour le climat, mais que ça peut être une solution, en fait, à la crise climatique. Alors, déjà, ça consomme. C'est clair, ça consomme, je crois, autant que les sèche-linges aux États-Unis, Ouais. en ordre de grandeur. Ouais. Mais en fait, il faut comprendre que le le Bitcoin, attends, je sais pas comment le dire, mais en fait, il faut comprendre comment fonctionne l'énergie dans le monde. Ouais. Aujourd'hui, si tu veux, essayer de résoudre le problème, lié au climat, en fait, on met des énergies renouvelables. C'est une des solutions qui est trouvée. Sauf que, bah, il y a un problème, c'est que le solaire, il produit un maximum d'énergie autour de midi, le moment où les gens ont moins besoin d'énergie et on ne sait pas la stocker. Et l'éolien, il fait de l'énergie un peu quand il veut. Et aujourd'hui, donc, développer, des infrastructures d'énergie renouvelable, c'est pas rentable parce que tu sais pas quand est-ce que tu vas avoir de l'énergie et tu as pas forcément de l'énergie quand le réseau en a besoin et tu sais pas la stocker. Donc tu perds, en fait, cette énergie. OK. Et le bitcoin, c'est un outil qui peut te permettre de stocker la valeur de l'énergie que tu produis. Ouais. Aujourd'hui, si jamais, tu rajoutes juste dans l'équation le fait que quand il y a du vent, ton éolienne, même si personne n'a besoin de l'énergie, tu mets du bitcoin, tu rends rentable une infrastructure. Bien sûr. Et en fait, il ne faut pas se leurrer. Si aujourd'hui on n'arrive pas à résoudre le problème climatique, Ouais. c'est un vrai problème, on n'y arrive pas. Tu as les États-Unis qui sortent des accords de Paris, accords de Paris qui étaient déjà pas très ambitieux et en plus de ça, heu, on va pas, atteindre les objectifs. Alors que là, tu as un outil, tu le rajoutes dans l'équation, bah, tu rends des infrastructures rentables, donc intéressant pour attirer des capitaux. Et si tu attires des capitaux, tu peux développer des infrastructures et une industrie. Donc, bon, je dis ça et c'est pas que théorique, hein, puisque tu as, aux États-Unis, tu as tout le réseau électrique au Texas, ERCOT, il s'appelle, qui justement n'était pas rentable il y a quelques années, qui s'est mis à utiliser des machines de Bitcoin. Et du coup, maintenant, ils ont des énergies renouvelables au Texas. L'énergie est 2 fois moins chère qu'en Californie, qui est juste à côté. Voilà. Au Congo, tu as une centrale hydraulique qui a été construite grâce à du minage de Bitcoin. Avant, il n'y avait rien du tout. Maintenant, ils ont de l'électricité pas chère. Et en fait, tu peux construire des infrastructures qui ne nuisent pas au climat grâce à Bitcoin. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Il y a cet aspect-là. En plus, le Bitcoin, c'est un use case pour un système monétaire, on va dire, ou de réserve de valeur. Mais on a des blockchains en plus pour déployer des applications à plus grande échelle, à plus grande scalabilité, qui aujourd'hui sont proof of stake ou avec des futures technologies qui sont de moins en moins énergivores en tout cas. C'est une autre possibilité. Et je crois que le système financier global traditionnel tel qu'on le connaît est beaucoup plus énergivore que le système Bitcoin, en tout cas. Oui, c'est sûr, mais bon, il y en aura qui te Ouais, diront qu'il est plus utile. ouais, non, c'est sûr. Ok, très bien. Et une dernière question, alors c'est justement, c'est quoi le futur de Fibo? Qu'est-ce qui t'excite? Où est-ce que vous vous voyez dans 5 à 10 ans? Dans 5 à 10 ans, bah, moi, ce qui m'excite, c'est la tech, c'est le fait que ça se développe, c'est le fait que l'adoption soit grandissante. En fait, on s'est mis sur un marché qui se développe ultra rapidement. Tu as plus d'un demi-milliard de personnes qui utilisent la blockchain aujourd'hui. En France, c'est 12% de la population qui en détient. Et en fait, l'adoption, elle est ultra rapide. Il y en a même qui disent que c'est plus rapide qu'Internet. C'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose, à quelques petites choses près. Et donc, bah, ça m'excite parce que je vois toutes les applications possibles, des smart contracts, de la tokenisation d'actifs. Aujourd'hui, tu commences à avoir des gens qui mettent des actifs immobiliers sur la blockchain. Tu crées des tokens, bon, ça s'appelle Realty, que tu dois connaître aux États-Unis. Mais tu vas pouvoir mettre même des actions, tu vas pouvoir mettre toutes sortes de choses et les tokeniser sur la blockchain. Et tout ça, c'est hyper excitant de te dire que on a un modèle et une structure qui nous permet d'échanger de la valeur sur Internet beaucoup plus simplement qu'une feuille de papier avec une signature. Même le fait de pouvoir authentifier des transactions. Aujourd'hui,
Moi, je signe des trucs, je signe des documents administratifs, bah, je mets ma signature, mais en fait, n'importe qui pourrait imiter ma signature. Bon, sur la blockchain, au moins, tu peux authentifier. Il y a pas de débat, il y a pas de sujet. Bon, je m'éloigne de Fibo parce que c'est des trucs qui m'animent sur la tech et nous, Fibo, bah, on voudrait être le hub, en tout cas pour l'instant en français, la connexion entre, le système financier traditionnel et la blockchain. On voudrait être le point de passage pour que les gens, s'ils veulent acheter des obligations sur la blockchain, s'ils veulent acheter de l'immobilier sur la blockchain, en fait, ils passent par nous. Donc, idéalement, ils auraient leur IBAN, leur RIB chez Fibo. Ils font un virement sur cet IBAN qui serait presque comme un compte bancaire. Et de ça, ils pourraient aller très rapidement sur la blockchain, sans passer par MetaMask, par la finance décentralisée. Tu vois, tout ça, ce serait nous qui l'automatiserons. Pour eux, ce serait aussi limpide que de faire un virement d'une banque à une autre. Ok. C'était fascinant. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi, Pierre.